Bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur consacré à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Chaque année, le 3 mai est un moment fort pour célébrer les avancées, mais aussi pour réfléchir aux défis que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Cette année, la cérémonie officielle tenue à Nouakchott a été marquée par une déclaration forte du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou. Il a rappelé avec conviction que les libertés d'expression et de la presse sont des piliers fondamentaux de la construction d'États démocratiques. Placé sous le thème « L'intelligence artificielle au service de la liberté, du professionnalisme et de la cohésion sociale », cet événement interpelle notre époque et questionne l'avenir du journalisme. À l'heure où les rédacteurs adoptent de nouveaux outils technologiques, comment garantir la véracité de l'information, la liberté éditoriale et la protection des journalistes? Dans cette émission, nous reviendrons sur les grands axes du discours du ministre sur les réformes en cours, notamment le projet de décret sur la carte des presses. Pour nous édifier à ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau, à ma droite, M. Mokhtar Mohamed Fadel, directeur des études de la planification et du suivi au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Et à ma gauche, Medallah Ould Bellal, membre du Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. Bonsoir. Bonsoir. Et je retourne à ma droite, un peu plus loin, M. Bakary Gueye, qui est journaliste écrivain, président de l'Union de la presse francophone, section Mauritanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de continuer sur ce débat, je vous propose de suivre ce reportage de Mohamed Khattat qui revient sur le temps fort de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est sur le thème de l'intelligence artificielle au service de la liberté, du professionnalisme et de la cohésion sociale qu'a été célébrée cette journée mondiale de la liberté de la presse, compte tenu de l'impact profond de ce domaine émergent sur le travail des médias, leur crédibilité et leur diversité. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou, de souligner que ces trois valeurs que sont la liberté, le professionnalisme et la cohésion sociale sont des piliers indispensables de la construction d'États stables, de nations solides, fiers de leur liberté, de leur cohésion, jalouses de préserver leur pays et leur citoyenneté et aspirant à plus de liberté et respectueuse de ses responsabilités sociales, surtout en cette période où le monde connaît des changements rapides de développement technologique moderne, transformant ces outils en instruments de diffusion des discours de la haine, de la discrimination et de la désinformation. Il a ajouté que son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a fait du renforcement de la liberté de la presse et de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de journaliste un pilier fondamental de son projet national. Il a indiqué que c'est une vision éclairée et cohérente que le gouvernement de son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Bellal, s'attelle à traduire en une réalité concrète en passant en revue certaines des réalisations accomplies ces dernières années. Soulignant les efforts considérables déployés par le président de la République pour moderniser le secteur de la presse, pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier dans un climat de liberté et de professionnalisme, il a rappelé la création de la Commission nationale de réforme de la presse, suivie de larges journées de concertation, dont les recommandations du comité de réforme du secteur de la presse ont été traduites en loi et décrets. Citant au passage la révision de la loi sur la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel et sa préparation à la transformation numérique, celle du service électronique, le décret relatif à l'aide publique à la presse, la révision de la loi sur la publicité, les autorisations de chaînes et de télévision, la loi relative aux journalistes professionnels et à la carte professionnelle, à ses droits et ses devoirs. À cela, dit-il, s'ajoute le fait que la Mauritanie occupe cette année la 50e place au niveau international et la première place dans le monde arabe pour la seconde année consécutive, sachant que l'année dernière, elle était la première en Afrique et dans le monde arabe et la 33e au niveau
internationale dans le classement mondial de la liberté de la presse. L'adhésion à l'initiative mondiale pour la liberté de la presse, la réduction des impôts sur les salaires des employés du secteur médiatique public, le doublement des salaires des employés permanents des médias publics à 100% et plus, l'augmentation du fonds d'appui à la presse privée à hauteur de 400 millions d'ouguiyas pour la première fois dans le pays, la préparation à l'autorisation des stations radiophoniques et associatives, le renforcement des médias publics à travers la signature de cahiers de charges et de contrats, l'ouverture de radios régionales, d'antennes de bureaux pour la radio Mauritanie, la télévision El Mauritanie et l'agence mauritanienne d'information, entre autres. Il a précisé qu'il a été procédé sur instruction directe de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, au règlement définitif de la situation des collaborateurs dans tous les médias publics et que le dossier est à ces dernières étapes pour que nous célébrons ensemble, dit-il, et très prochainement, la résolution de cette problématique structurelle qui a longtemps été une demande essentielle des 2/3 des employés des institutions médiatiques publiques et donc est une satisfaction des aspirations des journalistes et une réconciliation avec les exigences juridiques. En plus de tout cela, sera construit sur 9 hectares près du palais des conférences El Mourabitoun un complexe comprenant la maison de la presse, un centre de formation et un autre de production audiovisuelle. Le ministre a cité la création d'une plateforme pour les langues nationales à l'Agence mauritanienne d'information, mais également des radios en langue nationale, en plus de la loi d'orientation de l'éducation avec ce qu'elle comporte comme promotion des langues nationales à travers l'ouverture cette année de classes pour les enseigner. Au plan de la promotion du patrimoine culturel et de la valorisation de la diversité culturelle mauritanienne, il a rappelé qu'en une seule année, la Mahadra mauritanienne a été rehaussée au rang de patrimoine culturel mondial par l'UNESCO, tout comme a été reconnu l'épopée de Samba Gueladio et le soninké comme langue transfrontalière. Ce qui témoigne, dit-il, de l'intérêt continu de son Excellence le Président de la République en vue de renforcer l'unité nationale, de raffermir la cohésion sociale. Et c'est pour cela que nous avons voulu que se tienne ce conclave conscient de son importance dans la construction des États et de vos contenus médiatiques en tant que journaliste qui illustrent vos responsabilités sociales et renforcent vos libertés, a conclu Monsieur le ministre. La cérémonie s'est terminée par la remise au ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, des cahiers de doléances des journalistes par les présidents des associations professionnelles de la presse. Un grand merci à Mohamed Khattat pour cet élément de reportage. Alors, je m'adresse directement à vous, M. Mokhtar. Alors, nous avons suivi ensemble ce reportage de Mohamed Khattat qui, nous avons suivi le ministre qui a rappelé que la liberté d'expression est un pilier pour la démocratie. Alors, selon vous, vous allez nous dire, ici en Mauritanie, qu'est-ce qui manque ou quels sont encore les défis pour que cette liberté soit pleinement garantie? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie la télévision de Mauritanie pour cette opportunité que j'ai saisie pour féliciter mes confrères à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je félicite la télévision de Mauritanie pour les avancées majeures qu'elle a connues ces dernières années, notamment dans le cadre d'une évolution qu'a connue le secteur de la presse de manière générale, que ce soit la presse publique ou la presse privée. Pour revenir à votre question, j'aimerais préciser qu'au niveau du ministère en charge de la communication, nous menons un bataillon pour la liberté de la presse. Mais pas n'importe quelle liberté. Nous ne cherchons pas une liberté régulée, mais plutôt une liberté réelle, fondée sur des bases juridiques durables. Donc, dans ce cadre et sur une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une commission de réforme du secteur de la presse a été mise en place, comme vous le savez, en 2019. Cette commission a mené des concertations qui ont pris des concertations avec toutes les parties prenantes, ce qui a permis de mettre en place une liste de recommandations pour la réforme du secteur. Cette liste de recommandations, nous sommes en train de l'exécuter depuis 2019 à aujourd'hui. Ça a permis déjà d'acquérir pas mal de réformes, de nombreuses réformes tant attendues.
notamment que ce soit sur le plan juridique pour la liberté de la presse de manière générale, dont la dernière en date est la carte de presse dont le décret a été adopté la semaine dernière. La carte de presse qui découle d'une loi portant sur le journaliste professionnel, une vieille doléance des syndicats et des journalistes, le fait qu'on régularise le secteur, qu'on sache qui est journaliste professionnel, qui est journaliste amateur, et qu'on fasse la différence. Donc, parmi toutes ces réformes, ces réformes ont été accompagnées aussi d'actions à moyen terme et d'actions immédiates qui ont permis de mieux appuyer le secteur, notamment le fonds d'appui à la presse publique est passé de 200 millions MRO à 400 millions. Le texte régissant cet appui s'est transformé en un décret au lieu d'une loi, ce qui lui donne ce qui lui permet d'être un texte évolutif à travers lequel nous cherchons à mettre en place un mécanisme intégré d'appui à la presse pour la professionnaliser et aussi pour appuyer son autonomie et son indépendance. Entre autres, plusieurs autres réformes ont été mises en place. J'en cite des exemples. La loi régissant la APA a été révisée pour mieux cadrer son secteur d'activité. La loi 2010-045 sur la communication audiovisuelle a aussi été révisée pour y intégrer la transformation, la télévision numérique terrestre. La télévision numérique terrestre qui représente une autonomie dans le secteur de la diffusion, une souveraineté plutôt dans le secteur de la diffusion. La première phase en sera lancée bientôt. Donc aujourd'hui, malgré que les libertés sont pleinement garanties en Mauritanie pour la presse et la liberté d'expression de manière générale, les défis à relever sont nombreux. Il y a le défi de la formation, de la professionnalisation. Le niveau que nous avons atteint est bon, mais nous aspirons encore à beaucoup plus, surtout que les défis changent dans un monde en pleine mutation. Il y a de cela quelques années, on était dans le défi des réseaux sociaux, l'usage qu'en ferait la presse, le cadrage. Aujourd'hui, nous faisons face à un autre défi, celui de l'intelligence artificielle. Comment faire pour que cette intelligence artificielle soit exploitée de manière positive pour la liberté de la presse, comment éviter la désinformation. Et donc les défis s'accumulent de plus en plus, mais de notre côté, dans le bataillon de la liberté de la presse, nous continuons à suivre l'évolution et à aspirer à mettre en place une presse professionnelle, indépendante et libre. D'accord. Justement, vous avez parlé de carte de presse qui a été... il y a un décret qui est sorti dans ce sens-là au Conseil des ministres. Les derniers conseils des ministres, nous en reviendrons justement. Mais avant, M. Medalla Oulbelal, alors avant de vous poser une question, que ce soit dans le thème, je vous laisse un peu nous dire en généralité qu'est-ce que la APA, les missions, les objectifs. Merci beaucoup. Merci. Je remercie la télévision pour cette opportunité. Avant de parler, comme vous l'avez dit, je voulais faire quelques petits rappels. Un rappel au sujet de l'espace de l'information et de la communication globale. C'est un espace qui est un bien public. C'est comme l'air. On doit le préserver comme tel. C'est quelque chose qui est très important. C'est un lien commun, c'est un bien commun qui a une valeur sociale, culturelle et démocratique. Et ça, c'est très important à savoir parce que en préservant ce bien commun, nous préservons en réalité une partie de nous-mêmes, la sève qui nourrit un peu nos débats culturels, politiques, etc. Le sang qui circule dans notre société, dans notre vie publique. Donc c'est quelque chose de très important. Et je voudrais rappeler aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans une liberté d'expression et de presse. Il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. Et on ne peut parler de démocratie sans une réelle liberté d'informer et d'être informé. Informé par qui? Par des journalistes professionnels, compétents,
qui savent faire leur travail. Ça, c'est des choses qu'il faut rappeler à tout moment parce que c'est important. Donc, chaque citoyen a le droit de prendre connaissance des politiques menées, les juger, les comparer et de découvrir des propositions alternatives qui s'opposent, qu'opposent les opposants, qu'opposent les autres. Ça, c'est des choses, des principes qu'il faut à chaque fois rappeler parce que c'est très important. Et je voulais saisir l'occasion pour parler un peu de la HAPA. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, vraiment, on peut dire qu'elle est méconnue les méconnus du point de vue de l'ampleur et de la complexité et de la sensibilité de ces missions. Parce que notre HAPA, nous, en Mauritanie, notre autorité de régulation a deux particularités. Un, elle a un P dans son titre, presse. Les autres sont en général dans l'audiovisuel et dans le numérique, alors qu'elle a le P. Deuxième, c'est pourquoi? Parce que dans 2006, au moment de la transition, il y avait deux problèmes. Il y avait un problème, la presse, il y avait une prolifération de la presse écrite, 500, 600 titres, des autorisations qui ont été faites, et il y avait beaucoup de problèmes avec l'article 11, etc., beaucoup de problèmes qui se posent devant cette liberté de presse et devant cette pléthore. Donc, les législateurs à cette période, les autorités de la transition ont jugé que cette presse doit être régulée. Il y avait le deuxième aspect qui est très important, qui est l'audiovisuel. L'audiovisuel, comme d'ailleurs dans l'espace francophone global dans le temps, était un audiovisuel public, propriété de l'État. Et la transition a voulu l'ouvrir un peu aux oppositions et à la société civile, lui donner un peu plus un caractère plus pluraliste et plus libre. Et c'est pourquoi vous avez les deux. Mais, au fur de l'évolution de cette institution, et en 2022, la loi 2022-022 qui a été promulguée, en réalité, il y a une nouvelle institution qui est créée. Elle n'a pas changé de nom, mais tout le reste a changé. Sa composition. Parce que maintenant, et ça c'est l'un des résultats de la réforme, de la commission de réforme que le président de la République avait mis en place. Donc, la composition a reflété, est devenue plus légitime, plus représentative, avec un représentant des partis de l'opposition représentés au Parlement et deux représentants des organisations de la presse. Les missions ont changé parce que aux missions de la régulation, c'est ajouter des missions qui sont dans le temps confiées dans les autres pays au Conseil supérieur de l'information, c'est-à-dire la promotion, l'assainissement, le développement du secteur de la presse d'une manière générale. On peut dire que, par exemple, qu'en plus de la régulation des médias traditionnels, c'est ajouter des réseaux sociaux, c'est ajouter des plateformes, mais en plus, cette nouvelle HAPA, qui a, je peux vous le dire, 42 missions, dont plus de la moitié sont consacrées à la gestion et à l'assainissement du secteur de la presse, du secteur médiatique d'une manière générale. Et un peu comme on lui a donné un peu un pouvoir d'asseoir, de consolider les bases d'un quatrième pouvoir. Il faut parler du quatrième pouvoir parce que c'est notre métier, notre domaine est un peu considéré comme le quatrième pouvoir, et qui est en réalité un acteur clé de la construction de la démocratie. Ce quatrième pouvoir est un acteur clé de la construction de la démocratie et de sa crédibilité. La crédibilité de la démocratie passe par une certaine pluralité, par un certain équilibre dans ce que propose la presse, ce que produit la presse, ce que produit l'espace d'une manière générale. Donc, on a ajouté aux missions de la HAPA la professionnalisation
l'objectivité, c'est-à-dire de renforcer la professionnalisation, l'équilibre, l'objectivité dans les productions de la presse d'une manière générale, et la mise en œuvre des conventions internationales sur la liberté de presse. Il y a eu d'autres lois, par exemple, la loi 2024-012 qui institue le journaliste professionnel. Dans son article 14, a dit qu'un exemplaire des contrats d'emploi du journaliste professionnel est déposé pour conservation auprès de la HAPA. La HAPA publie annuellement la liste de tous les journalistes professionnels et elle constitue une base de données de référence pour ces journalistes. Mais en plus, l'article 8 de la loi 2022-022 dit que la HAPA statue en tant que conseil de discipline pour tout ce qui concerne les journalistes et les institutions de presse d'une manière générale. En plus, elle a la mission d'activer, de dynamiser les espaces de concertation et de partage des acteurs, entre les acteurs donc il y a énormément, il y a l'autre mission qui est très importante, c'est celle d'enquêter, de connaître le secteur. La HAPA fait chaque année une enquête pour un peu cerner l'espace médiatique et pour faire la liste des médias, des choses qui se font en Mauritanie. Et la HAPA, normalement, doit proposer, c'est aussi une instance de proposition pour l'évolution d'une manière générale du secteur. Donc, on peut dire que c'est un outil essentiel pour préserver l'intégrité des médias et comme un moyen pour renforcer leur indépendance, leur professionnalisme, leur impartialité et leur objectivité. Ça, c'est vraiment les choses qui ont été ajoutées par cette loi 2022 et qui sont très importantes à savoir. On peut peut-être parler de ce qui se fait actuellement, de l'espace, de l'intrusion du numérique, de l'intelligence artificielle dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias, surtout des médias audiovisuels, parce que maintenant, on peut recevoir l'information partout, à tout moment, dans votre voiture, dans votre lit, dans votre RIC. Et le numérique a bouleversé tout le domaine de la collecte de l'information, à son traitement, à sa diffusion. Il y a même maintenant l'interaction, la télévision n'est plus linéaire, elle est interactive, etc. Si on veut maintenant faire une médiamétrie, on ne peut plus se suffire de ce qu'ils ont vu à la télévision. On va essayer de savoir ce qu'ils ont vu au téléphone, dans le smartphone, dans la tablette, parce que la même émission, elle est déjà diffusée sur Internet, elle est diffusée sur Facebook, elle est diffusée sur un certain nombre de choses. Donc, on ne peut plus limiter l'espace d'une émission ou de son influence ou de son impact sur ce qui était traditionnel. Donc on a vraiment révolutionné le domaine. Mais le paradoxe, c'est que vous avez deux bouts. Un, vous avez des petites communautés qui se créent au niveau de WhatsApp. Vous avez des petites communautés, des groupes qui ont leurs normes. On ne peut pas parler de ceci, on ne peut pas parler de cela, on doit parler de ceci, etc. C'est des bulles. Et vous avez de l'autre côté les grandes sociétés, les GAFA, qui, eux, produisent des contenus selon des normes qui ne sont pas nos normes, qui ne sont pas les normes de la majorité de la population du monde. C'est des normes qui sont des normes occidentales. Et la seule façon de se prémunir contre ça, c'est qu'on signe, les Européens, ils se sont unis, ils ont fait le DSA, c'est un acte, c'est un document qui impose à Facebook, à Google, à ces entreprises, un certain nombre de comportements s'ils veulent être présents sur l'espace européen. En Afrique, nous, la HAPA, on a ici déjà fait une réunion en 2023 pour
autorités de régulation francophones et pour les autorités de régulation africaines d'Irak, on a fait des réunions pour essayer d'unir les forces de ces pays pour qu'ils puissent avoir un poids. Parce qu'un marché comme la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, des pays, même le Congo, même le Nigeria, qui est un grand pays, n'est pas un marché attrayant, n'a pas la force du marché européen. Mais si on se réunit tous, on peut agir pour essayer de modifier les normes qui sont là et que les puissants, qui sont les maîtres de l'intelligence artificielle, qui sont les maîtres du numérique, peuvent tenir compte de nos préoccupations, de nos besoins et de nos normes et de nos valeurs. Justement, M. Medalla, c'est un point très pertinent que nous allons, je pense, détailler tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Bakary Gueye. Alors, M. Bakary, quel regard portez-vous sur la liberté de la presse, son état en Mauritanie? Merci beaucoup. Surtout pour les journalistes indépendants comme vous. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, je vais vous donner mes impressions le plus objectivement possible. Effectivement, comme cela a été souligné par les précédents intervenants, on assiste à une évolution assez positive de la liberté de la presse en général en Mauritanie. Parce que quand on regarde un peu le point de départ et aujourd'hui, on voit que vraiment on a fait du chemin et cela est confirmé à travers les rapports annuels qui sont publiés par Reporters sans frontières, qui est vraiment l'autorité pratiquement la plus autorisée sur le plan mondial pour faire ce classement. Quand on voit par exemple que depuis plusieurs années la Mauritanie a réussi à conserver un rang tout à fait honorable. Et quand on compare également l'évolution à partir des années précédentes jusqu'à aujourd'hui, on voit que cette performance dans le classement se confirme année après année. Donc on voit que par exemple en 2024, par exemple, la Mauritanie a occupé le 33e rang. Donc le premier rang au niveau africain, au niveau arabe. Donc là vraiment c'était vraiment une prouesse. Et on a vu également que c'était le seul pays en 2024 où il n'y avait pas vraiment de journalistes en prison. Donc là ça montre un peu la liberté que les journalistes vraiment ont pour vraiment pratiquer leur métier. Donc c'est vraiment également quand on regarde l'arsenal juridique, on voit également que vraiment l'exercice du métier de la presse est très bien encadré sur le plan juridique, avec donc toutes les lois qui ont été énumérées ici, concernant en tout cas par exemple la HAPA, concernant la régulation, concernant des lois précédentes, la loi par exemple de 2011 sur la dépénalisation des délits de presse, qui était vraiment une loi révolutionnaire et qui a permis vraiment aux journalistes d'exercer leur métier pleinement sans avoir peur d'être emprisonnés, sauf dans des cas exceptionnels où il y a la diffamation, en tout cas pas dans un cadre normal. Donc là, je crois que c'est quand même une évolution assez intéressante, mais n'empêche qu'il y a encore de très gros défis qui doivent être relevés par la presse mauritanienne. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a eu le lancement de ce grand chantier qui est le chantier de la professionnalisation du secteur, parce qu'on a vu quand même qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de ce secteur, notamment au niveau de la pratique du journalisme et au niveau également des pratiquants, de ceux qui pratiquent le métier de journaliste. C'est ce qui explique donc que les recommandations qui ont été faites par la commission de réforme de la presse qui a été mise en place en 2021, je crois. Donc ces recommandations ont été pour la plupart, en tout cas pour l'essentiel, ont été donc vraiment mises en œuvre, notamment
par le biais de cette loi donc, du journaliste professionnel, dont le décret d'application vient d'être rendu public il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'avec cette loi-là, je crois que vraiment c'est la loi qui manquait, parce que là, dorénavant, on va pouvoir identifier tous ceux qui pratiquent le métier de journaliste en Mauritanie. Donc, à travers la commission qui va être habilitée à délivrer cette carte de presse, donc une commission également qui va être représentative de tous les acteurs, y compris les associations de presse, etc., qui vont donc siéger au sein de cette et qui vont essayer de délivrer cette carte de presse. Donc, on pense en tout cas que cette commission sera à la hauteur, parce que vraiment, en tout cas, la professionnalisation du secteur de la presse dépendra de cette commission-là. Parce que vraiment, elle a une très grosse responsabilité, et on espère en tout cas que les cartes de presse vont être délivrées suivant les critères objectifs qui vont être fixés par cette commission-là. Par ailleurs, on a vu également que le décret qui est sorti fait une classification des journalistes avec trois types, je crois. Donc, on espère également qu'il n'y aura pas ici, en tout cas, de confusion, parce qu'on a parlé de journalistes professionnels, on a parlé de journalistes accrédités, on a parlé de journalistes honorifiques. On espère quand même qu'il n'y aura pas de confusion et que cette carte va être délivrée suivant les critères qui sont contenus dans le décret et qui sont des critères très clairs. Parce que je crois que ces critères-là donnent la part belle aux vrais professionnels, parce que les journalistes qui exercent, les journalistes qui ont vraiment les niveaux requis, les journalistes qui font de la production, moi je pense que ce sont ces journalistes qui doivent qui doivent bénéficier de la carte de presse. Et je crois que c'est à ce prix-là que la presse mauritanienne pourrait vraiment redorer son blason. Parce qu'on sait qu'au début déjà des années 90, avec le lancement de la libéralisation du secteur, on avait une presse très respectable, une presse très bien écoutée, une presse qui a contribué à l'ancrage de la démocratie, une presse qui était écoutée par les autorités, parce que tout simplement il y avait du professionnalisme, et il y avait donc vraiment du sérieux, il y avait de l'information objective, de l'information vérifiée. Donc, je crois que cette commission-là, en tout cas, va faire son travail comme il se doit, et qu'il n'y aura pas vraiment de confusion, et qu'on ne va pas assister donc à la réédition d'expériences passées, parce qu'on avait déjà à l'époque... Alors permettez-moi de vous interrompre une minute. Alors pensez-vous que concernant cette carte de presse, vous qui êtes un journaliste indépendant, pensez-vous que c'est une opportunité ou une menace? Et bien sûr, c'est une opportunité pour tous les professionnels. Moi, je vous ai dit que cette carte doit bénéficier aux professionnels. Et moi, je crois que les critères sont objectifs et sont clairs. Moi, je crois que la commission, je vous ai dit que la commission qui sera mise en place doit juger selon les critères objectifs. Et les critères objectifs, c'est quoi? Ça a été énoncé clairement dans le décret. Vous avez un diplôme de journalisme, vous avez 2 ans d'expérience. Là, vous avez automatiquement la carte. Moi, je crois que c'est un critère qui est incontestable. Et vous avez un diplôme général en histoire, en géographie ou en droit, plus 3 ans d'expérience. Là, vous avez droit à la carte. Il y a l'autre catégorie, ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme en fait supérieur, mais qui ont une expérience de 8 ans. Continue. Une expérience continue de 8 ans, et qui ont également de la production. Il faut avoir produit au moins 120 articles, et avoir participé également à plus de 20 sessions de formation certifiées.
Moi, je crois que ces critères-là sont tout à fait clairs. Si elles sont appliquées comme ça à la lettre, moi, je crois qu'il y aura vraiment, on va faire le tri qui est nécessaire. Et je crois que dorénavant, la presse pourrait être un véritable partenaire pour les autorités qui en ont cruellement besoin. Parce que sans presse, pratiquement, il n'y a pas de développement. La presse est un partenaire incontournable pour les autorités, et les autorités le savent. Ce qui fait qu'elles donnent une importance donc, à la presse, et à travers donc, toutes ces lois, à travers notamment cette dernière loi sur la carte de presse, les autorités quand même ont prouvé que la volonté politique est là. Et maintenant, la balle est dans le camp de cette commission qui sera mise en place. Et on espère que les journalistes professionnels auront droit donc à cette carte et que, en tout cas, le champ médiatique qui se trouve actuellement dans une situation un peu vraiment inextricable, qu'il y aura une éclaircie et qu'on pourra vraiment, que la pratique du journalisme sera faite selon les règles de l'art. D'ailleurs, je pense que plusieurs professionnels font beaucoup d'efforts pour que justement ce noble métier soit exercé comme il le faut. Nous avons d'ailleurs vu dans le reportage, comme vous l'avez également vu, il y a des doléances qui ont été données de façon officielle au ministre. Alors selon vous, M. Mohamed Wade, après que maintenant le ministre a reçu de façon officielle les doléances, la plateforme des doléances, alors maintenant, comment se déroulent les étapes suivantes? D'abord, j'aimerais me féliciter mes confrères du secteur. De toute manière, je suis journaliste aussi, mais que cette année, pour la première fois, on a des plateformes de doléances qui changent enfin. Parce que les doléances qui se répétaient année après année se sont vues réalisées pour la plupart, notamment celles relatives à la professionnalisation, à l'appui à l'autonomisation, aux problèmes, à la situation des collaborateurs des médias publics qui va enfin se dénouer, dont le processus est dans les dernières étapes. Je me permettrai même de les féliciter à l'avance. Aujourd'hui, les services techniques du ministère en charge de la communication sont en train de traiter les doléances parce que voir les doléances qui sont déjà prévues dans les plans d'action du gouvernement pour l'année 2025, celles qui seront ajoutées à ce plan, celles qui seront ajoutées dans les années à venir. Et on se félicite, comme j'ai dit, du fait qu'il y a une nouvelle plateforme de doléances qui touche notamment les aspects de formation et de professionnalisation. Cette professionnalisation que la loi du journaliste professionnel adoptée l'année dernière et dont un des décrets d'application, celui de la carte, vient d'être adopté. Ce texte et ce décret et cette carte, je veux en parler un tout petit peu plus et rappeler qu'elle n'est pas venue exclure, mais qu'elle est venue professionnaliser. Les critères bien clairs, noir sur blanc, sont là, non pas pour exclure, mais pour pousser les journalistes à plus de professionnalisation. On souhaite même à plus d'autorégulation. On souhaite avoir une presse vraiment libre et consciente de son rôle, d'une part, d'informer et d'éduquer le public. Et donc la carte s'ajoute à tant d'autres réalisations faites pour les journalistes, pour nos confrères qui exercent dans ce secteur, journalistes, techniciens et autres. Notamment, comme je l'ai cité, il y a le problème, la situation des collaborateurs. Il y a eu les salaires des fonctionnaires des médias publics qui se sont vus doubler au cours des dernières années. L'impôt sur les salaires des fonctionnaires des médias publics ont été revus à la baisse de 50%. Les statuts des fonctionnaires des médias publics adoptés. Donc, tant de réalisations pour les travailleurs du secteur. Et on espère encore réaliser beaucoup plus. D'un autre côté,
si on revenait un peu aux médias publics qui se sont vus enfin évoluer pour de vrai, on a par exemple le cas de la télévision de Mauritanie. Ce soir, nous sommes vus en HD, en haute définition. Nous sommes vus sur Internet. Donc, on s'en félicite. Une grande avancée. Oui, nous avons 10 bureaux régionaux de la télévision déjà fonctionnels, 2 bureaux qui seront inaugurés bientôt, celui d'Abjoucht et celui du Tagan. Radio Mauritanie qui aujourd'hui couvre 85% de la population en FM, donc en haute qualité aussi, et dont les stations régionales se multiplient. Le cas de la station de Bababé qui diffuse en Poulard, donc pour une première, une station radio entièrement en une autre langue nationale à 100%. Donc nous avons l'Agence mauritanienne d'information qui diffuse désormais en langue nationale. Donc on tend vers une communication de proximité pour les populations. En même temps que, parallèlement à cette communication de proximité, nous tendons vers la professionnalisation du secteur à travers la mise en œuvre de ces textes, l'amélioration des textes et aussi l'amélioration de manière générale de l'espace des libertés dans notre pays. Comme l'a si bien dit mon collègue Bakary, notre classement mondial est excellent. Nous venons de loin, nous avons été à la 33e position l'année dernière, la 50e cette année, nous restons toujours premiers dans le monde arabe. Nous sommes 10e en matière de sécurité de presse, de journalistes dans le monde, ce qui est aussi à féliciter. Donc, sur impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, le département, les différentes parties prenantes, l'autorité de régulation, les acteurs, les syndicats. Donc nous œuvrons ensemble à ce que cette professionnalisation et cette mise en place d'une presse indépendante et libre peuvent se faire de manière concrète. D'ailleurs, je me permets juste d'ajouter que toutes ces réformes juridiques, que toutes les recommandations de la commission de réforme du secteur, les 4 lois déjà adoptées, les 3 décrets, le décret de presse en ligne, le décret d'appui, le décret de la carte, bientôt le décret des radios et télévisions associatives. Tous ces textes ont été faits dans un cadre de concertation totale où toutes les parties prenantes étaient sur la table et où toutes les parties prenantes ont vu leurs recommandations dans ces textes. Donc c'est dans cet esprit de concertation mise en place par son Excellence le Président de la République et traduit par le gouvernement du Premier ministre M. Mokhtar Ould Diaye, que nous avons pu réaliser tant d'avancées. Et grâce à ça, nous avons aujourd'hui, pour revenir un tout petit peu à la question, nous avons des plateformes de doléances totalement différentes, des doléances nouvelles, des doléances sur la formation, des doléances sur la professionnalisation, des doléances certes sur les conditions de vie, des doléances sociales. Tout ceci est pris en considération. Les services techniques de notre département sont déjà là-dessus. Et donc voilà. Alors j'aimerais un peu approfondir la question pour vous demander est-ce qu'il y aurait d'autres mesures pour assurer la sécurité, la formation et même la reconnaissance des journalistes dans l'exercice de leur métier. Mais avant de répondre, je reviens à M. Medalla, parce que nous avons parlé des avancées dans l'exercice du métier, mais il faut quand même faire en sorte que la véracité ou la crédibilité des médias audiovisuels soit toujours gardée quand même. Alors que là, nous assistons à l'émergence de l'intelligence artificielle, des contenus qui sont générés par ces derniers. Alors comment l'APA parvient-il à parler de ça? Vous avez raison, avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup de possibilités de piratage, de diffusion des contenus illicites, des contenus qui sont néfastes, aussi bien pour l'unité nationale, et ainsi de suite, pour des contenus racistes, des contenus disons, qui favorisent le particularisme, le racisme, etc. Donc, pour lutter contre ça, la HAPA a une stratégie, c'est d'utiliser le numérique pour réguler le numérique. C'est-à-dire que nous avons des plateformes maintenant,
qui est que nous avons une plateforme que nous allons d'ailleurs lancer prochainement pour inscrire, pour inscrire tous les journalistes professionnels. Va être avec un peu pour faire cette liste-là qui est précisée dans la loi. Et si pour être, parce que la troisième catégorie de journalisme professionnel, c'est-à-dire l'expérience de 8 ans qui est demandée, cette expérience doit être confirmée par la HAPA. Donc il faudrait que tous les journalistes envoient leur dossier à la HAPA pour qu'elle puisse mesurer la valeur de cette expérience, la valeur des formations, et ainsi de suite. Donc nous utilisons le numérique. Nous avons une plateforme, la HAPA Media Service, qui suit toutes les télévisions, tous les sites, toutes les radios qui sont diffusées en Mauritanie, et ceux qui diffusent aussi plus ou moins les contenus concernant la Mauritanie. Nous suivons tout ça. Nous avons un certain nombre de mesures que la loi nous permet. Nous avons des mesures disciplinaires, nous avons 2 sortes de régulations que nous faisons. Il y a une régulation douce qui est celle d'appeler les gens, de leur montrer les nuisances qu'ils peuvent faire leur article, leur truc, et puis de leur demander de rectifier. Et en général, ça se passe comme ça. Il y a des mesures disciplinaires qui est de bloquer carrément le site ou de le reléguer à une place qui ne soit invisible en quelque sorte. Il y a beaucoup de mesures disciplinaires que nous pouvons faire et que nos moyens techniques, nos moyens, disons, numériques nous permettent de suivre et d'appliquer. Il y a vraiment, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de défis. Vraiment, la régulation a beaucoup de défis. Parce que vous avez un défi concernant la concurrence. La publicité actuellement, elle est presque pompée non plus par la télévision nationale ou les sites nationaux, elle est pompée par Facebook. Facebook maintenant charrie beaucoup de publicité en Mauritanie pour les différentes publicités digitales, les services digitaux qu'il offre à ces différents acteurs. Vous avez donc, il faut réguler ça un peu. Il faut qu'on puisse un peu ne pas tuer les faibles. Il faudrait que les faibles leur part. Il y a le défi de respecter la diversité culturelle et linguistique, parce que les gens ont tendance à concentrer, à parler anglais ou à parler je ne sais pas quoi. Il faudrait vraiment que qu'il y ait une certaine régulation pour assurer cette diversité linguistique et culturelle. Il y a des préoccupations. C'est des choses que la HAPA est en train de faire. Nous avons une plateforme maintenant pour toutes les entreprises de presse. Chacune a son compte. Dès qu'il y a une remarque ou quelque chose comme ça, elle rentre. Elle sait qu'elle a un message sur son site Internet, sur son adresse Internet, pour dire vous avez telle information, regardez votre compte au niveau de la HAPA et vous allez voir que telle irrégularité est apparue, ou tel document n'est pas présent, il faut le compléter, ou telle chose. Ça, c'est une plateforme qui a été faite au moment pour un peu la caisse, mais qui est en train d'être pérennisée. Je vous ai parlé de la plateforme que nous allons lancer bientôt pour les journalistes, pour les journalistes qui vont faire la liste. Nous avons, disons, mais nous insistons pour dire que la régulation, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a un premier du citoyen. Parce que ce bombardement, il y a vraiment un orage d'informations, vraiment un bombardement qui vient de partout. Si on a quelqu'un, comme on dit en Hassaniya, il a عادل متكلم مجنون يعود مصنع عاقل. C'est-à-dire qu'il faut un filtre au niveau du citoyen pour qu'il puisse prendre le contenu qui est bénéfique
et rejeter celui qui n'est pas bénéfique. Il faut donner le pouvoir aux citoyens de pouvoir contrôler sa consommation médiatique et numérique. Et ça, c'est un travail que tous les acteurs doivent faire, tout le monde. La HAPA, le ministère, les associations, les partis politiques, les ONG. Effectivement, M. Medalla, excusez-moi, on aimerait approfondir là-dessus, mais le temps nous est ça nous manque un peu. Donc voilà, donc je voulais vous dire que la HAPA a vraiment un grand rôle à jouer pour un peu, et qu'elle est en train de réfléchir, de suivre. Là, toujours, c'est un développement technologique qui demande beaucoup de moyens. Et les grandes sociétés ont beaucoup d'argent, les États n'ont pas beaucoup d'argent et ont des moyens très limités. Et la HAPA même, je peux dire que ces moyens sont assez limités, mais nous faisons, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons des domaines de formation, nous faisons beaucoup de formation. Nous avons un programme de formation pour un peu renforcer les compétences des journalistes, pour qu'il y ait une autorégulation. Nous réfléchissons sur comment faire des instances d'autorégulation, par exemple tous les sites, une espèce d'assemblée. Nous avons un chantier, un code d'éthique et de déontologie qui va être bientôt lancé, que la loi nous demande d'éditer. Donc nous avons beaucoup de chantiers. Si vous revenez me voir, je vous donnerai plus d'informations à la fin de cette émission. Il n'y a pas de souci. Alors je reviens à Bakary Gueye. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que là, le temps nous est... Je voulais tout juste revenir un peu sur les doléances. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup sur le plan juridique, on a vraiment fait une avancée extraordinaire. Mais je crois qu'on doit également, pour la mise en œuvre, il va falloir vraiment que les moyens qu'il faut soient là pour que l'on puisse vraiment mettre en œuvre tout ce programme de professionnalisation de la presse. Et pour que la presse puisse jouer son rôle, il faut d'abord, surtout dans le domaine de l'accès à l'information, nous devons sur ce plan-là avoir ne serait-ce qu'une instance qui est là, qui va permettre aux journalistes, une fois que cette loi sur le journalisme professionnel soit appliquée, que le journaliste puisse vraiment accéder aux sources d'information. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'avec la désinformation, avec notamment ce qu'il y a aujourd'hui, la révolution de l'information qu'il y a, avec l'intelligence artificielle, on voit vraiment qu'on doit également, même sur le plan législatif, on doit légiférer sur ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, nous avons pratiquement tendance à ce que la machine remplace le journaliste, etc. Je crois que, comme cela a été souligné tout de suite par M. Maddala, il y a la nécessité également de l'autorégulation au niveau même des journalistes, et qu'il y ait également un code d'éthique et de déontologie qui va vraiment permettre aux journalistes d'avoir une feuille de route très claire, parce que dans ce code-là, il y aura pratiquement toutes les lois qui encadrent les secteurs. Et il y a également les droits des journalistes. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de journalistes ne connaissent même pas quels sont leurs droits, etc. Moi, je crois que c'est à cause de l'absence de ce code-là qui doit vraiment fixer les droits et les devoirs des journalistes. C'est noté. M. Mokhtar, un mot de conclusion. Comme mot de conclusion, j'aimerais dire juste que c'est vrai, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, ça pose des défis, mais il y a aussi plein d'opportunités là-dedans qu'il faut saisir au service du professionnalisme, qu'il faut saisir au profit de la cohésion nationale, qu'il faut saisir au service de la nation de manière générale. J'aimerais juste citer un point important dont on n'a pas parlé. On a parlé de ce qui a été fait, on a parlé de ce qui se fait, mais les perspectives, comme l'a si bien annoncé le ministre, pour les doléances et le souci de la formation et de la professionnalisation, le gouvernement envisage de mettre en place une cité médiatique qui comprendra une maison de presse, un centre de formation, un centre de communication audiovisuelle, un centre d'archives et tant d'autres infrastructures nécessaires. Ça se fera au cours des prochaines années. Donc du point de vue infrastructure
pour la presse. Et aussi, j'aimerais juste rajouter ici que les hautes autorités accordent une grande importance à la liberté de la presse, à leur professionnalisation. À part toutes les réalisations que je viens de citer et que mes collègues ici l'ont mentionné, j'ajoute juste qu'on se permet aujourd'hui de nous féliciter du fait que le département en charge de la communication est conduit par le premier président du syndicat des journalistes, quelqu'un du secteur. Donc c'est vraiment, ça traduit l'importance que les hautes autorités accordent à ce secteur et à la liberté de la presse. Et j'invite mes confrères à conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions mettre en place une presse indépendante, consciente, au service de la nation. Très bien. Voilà, merci. 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Je vais dire que malgré tout, moi qui ai suivi un peu l'évolution du secteur, il y a une grande amélioration. Si vous regardez le contenu des sites, le contenu des médias, il y a une grande, vraiment il y a une certaine autodiscipline, autorégulation qui est faite et qui est là. Il y a un mûrissement de notre secteur et qu'il faut saluer. C'est à la fois dû aux politiques probablement, c'est dû aussi au fait que le lecteur, nous sommes un métier un peu, disons, libéral, comme l'avocat, c'est le lecteur qui définit notre liberté. Si on a des lecteurs, on est libre. Donc, le lecteur mauritanien devient conscient parce que les sites, les médias commencent à s'autodiscipliner, à offrir un contenu qui est plus ou moins, qui est Très bien. plus discipliné. Donc il faut être optimiste. On est optimiste. L'avenir est bon. Alors, merci beaucoup à nos invités. Je rappelle que nous sommes toujours avec M. Mokhtar Mohamed Wade, directeur des études de la planification du suivi au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et à ma gauche, M. Medallah Oulbellel, membre du Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. Et enfin, M. Bakary Gueye, qui est journaliste écrivain, président de l'Union de la presse francophone ou francophone section Mauritanie. Alors, merci pour vos échanges sur cette journée mondiale de la liberté de la presse, un 3 mai marqué par une réflexion profonde sur le rôle des journalistes à l'ère de l'intelligence artificielle, entre liberté d'expression, vérité de l'information et mutation technologique. Cette émission nous a permis de mieux cerner les défis actuels au journalisme ou du journalisme. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous et excellente soirée. Et merci beaucoup. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Hommes Sûrs.